9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est aujourd'hui une grande première en France. Vous allez pouvoir regarder à la télé à la suite de l'entrée en vigueur en avril dernier de l'application de la loi dite pour la confiance dans l'institution judiciaire, loi portée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. L'enregistrement audiovisuel des audiences de justice civile est dorénavant autorisé. Autrement dit, certains procès peuvent désormais être filmés. France Télévisions et le ministère de la Justice ont signé une convention qui permet de retransmettre des audiences et de montrer donc la justice du quotidien en images. Tournée dans les tribunaux, un tout nouveau programme de service public propose de faire entrer la justice dans le salon des Français sans pour autant verser dans la justice spectacle. Je cite le communiqué du ministère de la Justice. Bonjour Dominique Verdeillan. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire, l'un des meilleurs connaisseurs peut-être du système judiciaire en France. Pendant combien de temps on vous a vu commenter les affaires aux 20h de France 2 ? 33. 33 ans. Et c'est vous qui présentez, qui reprenez du service, qui présentez donc ce nouveau programme de France 3, Justice en France, série documentaire mensuelle dont le premier épisode sera diffusé ce soir. Ça je l'ai dit, ce que je n'avais pas donné, c'est l'horaire 23h10. Quand et comment est né ce projet ? Vous l'avez dit, il fallait une loi. C'était une envie depuis longtemps, c'est une question qui se posait depuis longtemps. Un précédent garde des Sceaux se l'était déjà posé en 2004, Dominique Perben, ça n'avait pas abouti. Réjouissons-nous que Éric Dupond-Moretti soit allé jusqu'au bout de son envie. Et surtout aussi, n'oublions pas que ça a été voté par le Parlement. Donc à partir de ce moment-là, France Télévisions a réfléchi, puisque la loi est assez précise. Oui, pour que les caméras rentrent à nouveau dans les prétoires, mais avec un objectif bien précis, c'est la pédagogie. Pourquoi à nouveau ? Quand les caméras étaient-elles dans les prétoires ? Moi, je n'ai pas le souvenir qu'elles y étaient, à part des grands procès historiques. Alors, il y a la loi de 85, effectivement, dite loi Badinter, qui a permis le tournage des procès historiques, Barbie, Papon, AZF et les procès des attentats. Sauf qu'il y a une exigence, j'allais dire, dans le cahier des charges, c'est qu'on ne peut pas les diffuser avant 50 ans. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Il faut remonter à 54. J'étais pas chroniqueur judiciaire encore à l'époque. Et moi, j'avais pas la télé. 54, c'est le procès Gaston Dominici, ce vieux patriarche qui est jugé pour avoir peut-être tué un couple d'Anglais et leur petite fille. Et à l'époque, on fait rentrer, puisqu'il y a aussi en 45 des images du procès Pétain. Il n'y a pas de son, mais il y a l'image. Bon. Donc en 54, voilà, il y a beaucoup de journalistes qui sont présents dans cette salle d'audience, beaucoup de photographes, sauf que ça fait un raffut énorme, parce qu'on n'a pas la technologie d'aujourd'hui, on change les bobines, voilà, et le président de la cour d'assises, après le procès, il fait remonter l'info, comme quoi il dit c'est gentil tout ça, mais la sérénité des débats, elle n'était absolument pas respectée. Et donc, une décision a été prise, et tout le monde dehors. Retour en 2022, dès le début de l'émission qu'on va voir ce soir, on perçoit la volonté pédagogique d'un tel programme. On va vous entendre, Dominique Verdeillan, présenter cette nouvelle émission aux téléspectateurs. Votre but, donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre. On vous écoute. Les personnes que vous allez découvrir ne sont pas des comédiens, ce sont d'authentiques magistrats, avocats, greffiers, d'authentiques prévenus, victimes, cela pourrait être vous. Alors notre ambition est de vous faire suivre des procès comme si vous étiez dans la salle et dans le même temps vous apporter un éclairage simple pour vous aider à saisir l'enjeu de ces moments de justice. Pour ce premier numéro, nous sommes transportés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des audiences pénales liées aux délits routiers. Pourquoi ce choix ? Je veux dire, la première réaction, c'est on se dit « Ah dis donc, les délits routiers, c'est vraiment anodin. Il y a un gars qui enfonce une ligne blanche ou c'est pas un gros enjeu. » Pourquoi ce choix ? Alors c'est pas anodin, parce qu'il faut savoir que 4 condamnations sur 10 dans les tribunaux concernent les délits routiers. Ça fait partie des contentieux les plus importants aujourd'hui jugés par les tribunaux. Les plus courants, mais pas les plus importants. Les plus courants... Non mais je veux dire, c'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre, voilà. Mais on est dans le deuxième dossier. Il y a 2 affaires aujourd'hui, 2 dossiers. Le premier, c'est un ambulancier qui est contrôlé 2 fois de suite à 3 heures d'intervalle avec un taux d'alcoolémie un petit peu élevé. Bon, il se trouve qu'en plus, il est ambulancier, donc c'est compliqué. Et la deuxième affaire est un problème d'un pneu sur une moto qui a provoqué la mort de la passagère. Donc, on est sur un homicide involontaire. Voilà, c'est ce qui se passe encore une fois tous les jours. Ce sont des procès, là, en ce qui concerne ceux d'aujourd'hui, en appel. Les 2 personnes avaient déjà été condamnées, ils ont fait appel, ils sont rejugés. Et
dans la nécessité que nous avons, ou l'exigence qui est la nôtre, c'est que nous diffusons des affaires qui sont définitivement jugées, c'est-à-dire que la condamnation que nous donnons ce soir pour les 2 affaires sont des condamnations définitives. Alors, ce qu'il y a totalement nouveau, c'est donc qu'on a accès à la matière brute, à la parole des prévenus. Voici par exemple ce que déclare à la cour l'ambulancier mis en accusation pour essayer de défendre son cas. Je précise qu'on entend sa voix, mais que son visage est flouté. On l'écoute. Ce que je tenais à vous dire, voilà, si vraiment je perds mon permis, ça veut dire chômage. Donc j'ai un droit de payer une pension alimentaire. Donc si je ne travaille pas, il va y avoir une perte financière énorme et je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Moi, l'ambulance, c'est mon permis, c'est ma vie, c'est mon boulot, je sauve des gens. Ça m'a aidé justement à arrêter l'alcool. Donc voilà, j'ai fait tout et le maximum pour vous prouver, quoi. J'espère que vous serez clément sur cette demande et je tenais à m'en excuser. Les images sont assez frappantes, on sent toute la tension dans la cour d'appel, les mains dans le dos du prévenu qui ne cesse de bouger, son avocate qui se ronge les ongles. Ce sont des détails concrets que vous vouliez montrer, justement ? D'abord, pendant le tournage, les équipes qui sont présentes sont les plus discrètes possibles. Ce sont des petites caméras. On n'est pas du tout dans le cinéma avec des grosses caméras sur pied et pas mal de techniciens. Petite question derrière. média, ce sont des caméras automatiques, ça existe, il y en a 5 dans ce studio, ou ce sont des caméras avec un être humain derrière, ce qui n'est pas la même perception? Non, elles sont automatiques, elles sont dirigées de l'extérieur, ce qui fait que ça ne trouble pas la sérénité. On ne voit pas de caméraman. On ne voit pas de caméraman et d'ailleurs les caméras, on les voit. Il y a une caméra qui est effectivement devant la barre, on la voit. Donc tout est fait encore une fois pour qu'on ne trouble pas le déroulement. Et ensuite, on suit la progression de ce qui se passe. Mais on voit l'émotion. Contrairement à une série, quand on voit l'avocate qui se ronge les ongles, comment dire, elle se ronge les ongles pour de vrai. C'est pas le metteur en scène qui lui a demandé d'eux. Et c'est ça qui est très fort dans cette émission. Il n'y a pas de metteur en scène. Bien sûr, mais je voulais que vous le disiez parce que qu'on ne confonde pas avec une fiction. Non, c'est ce que je dis, l'extrait que vous avez passé il y a un instant. Ce ne sont pas des comédiens, ce sont encore une fois d'authentiques magistrats, avocats, prévenus, victimes, et on est témoin de ce qui se passe ce jour-là à la cour d'appel d'Aix et ce qui se passe entre guillemets tous les jours. Le visage du prévenu qui est flouté, c'est parce qu'il a refusé d'apparaître à visage découvert, ou alors est-ce que ce sont dans les conditions de réalisation de cette émission? Non, on est sur un principe d'anonymisation totale. D'accord. Donc les prévenus, les personnes poursuivies, faisons encore de la pédagogie, ne sont pas reconnaissables, leurs noms ne sont pas donnés. Lorsque le nom est prononcé par le président, par l'avocat, il y a un bip, il n'y a pas de gros plan sur le dossier, donc on floute tous les éléments, le visage, mais éventuellement ce qui peut les identifier, c'est-à-dire un tatouage, un bijou, etc. Parce que, encore une fois, c'est pas la personne en elle-même qui nous intéresse en termes de nom. C'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle vit, et c'est ce qui va se passer pour elle. Et pour les professionnels, les magistrats et pour les avocats? Évidemment, on a leur accord. Ils sont à visage découvert. Est-ce que cet accord a été difficile à obtenir? Non. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a très rapidement donné un accord de principe sur le fait qu'on puisse tourner un certain nombre de procès, puisqu'il y a 4 émissions qui ont été tournées. Voilà, donc à partir du moment où on avait l'accord des magistrats, les choses sont allées très vite. Simplement, effectivement, dans un deuxième temps, il faut l'accord des prévenus, des victimes, des avocats, et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est dire que cette affaire ne doit pas faire, ces affaires ne doivent pas faire l'objet d'un recours. Donc là, on était en appel, pas de pourvoi en cassation. Sur les affaires que nous avons suivies, qui étaient en premier instant, pas d'appel, parce qu'évidemment, il n'est pas question de diffuser, il n'est pas question de rentrer dans la marche de la justice. Bien sûr, comme l'émission de Christophe Ondelat qui ne traite que des affaires jugées. On va entendre le juge qui s'adresse aux prévenus dans un registre encore plus émotionnel. On marque une courte pause. Dominique Darian avec nous. Il présente Justice en France. Ce sera ce soir sur France 3 à 23h10 et dans quelques instants sur Europe 1. À tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. On parle de cette première ce soir à la télévision française. Ce sera à 23h10 sur France 3. Des caméras dans une salle de tribunal. L'émission s'appelle Justice en France et est présentée par Dominique Verdeillan, qui est notre invité, l'un des meilleurs connaisseurs de la chose judiciaire en France. On a entendu ce premier cas exposé aux téléspectateurs. Un ambulancier jugé pour 2 conduites en état d'ivresse à 3 heures d'intervalle. Pas avec l'ambulance, mais c'est quand même un ambulancier. On va entendre le juge qui s'adresse aux prévenus. Et là, on est presque dans un registre émotionnel. On écoute. Vous voulez que je lise ce que vous avez dit de votre copine et à la gendarmerie? Je vais les lire intégralement. Je me rappelle très bien. Mais je préfère vous le rappeler. C'est éducatif. Durant les épreuves de vérification de l'alcoolémie, monsieur nous proposera à plusieurs reprises 300 € pour oublier cette histoire. Puis, voyant que nous ne plierons pas à ses demandes, il téléphone à sa petite amie restée dans la voiture pour lui dire que tout ça, c'est de sa faute. Et que pour un cul, il a perdu son permis. Quelle classe! Pour un cul, il a perdu son permis. Je ne vais pas qualifier la classe. Quel est l'intérêt de cet extrait qu'on vient d'entendre? Montrer la justice à hauteur d'homme? Rendre cela plus concret? Oui, c'est-à-dire qu'on juge des faits, mais on juge aussi un individu. Donc c'est ce que je signale en présence de l'avocat et du magistrat qui, pour cette émission, m'accompagnent et qui seront évidemment différents à chaque fois. Parce qu'évidemment, on diffuse des extraits de procès, mais il y a une partie plateau où on décode ce qui se passe. On va raconter le dispositif, mais d'abord, en l'occurrence, moi j'ignorais qu'on était à ce point dans le concret dans un procès comme celui-ci. Oui, parce que là, dans le cas précis, on rappelle évidemment son casier judiciaire, ses actes de violence. Bon, on découvrira tout ça ce soir. C'est-à-dire que voilà, on ne juge pas simplement un dossier, et ça se passe évidemment tous les jours dans tous les tribunaux de France. On juge aussi un individu au regard de ce qu'il a fait précédemment, au regard de la façon dont il se présente, j'allais dire, aujourd'hui. Et comme les magistrats disent, eh bien, évidemment, il y a une individualisation de la peine, si peine il doit y avoir. Puisque vous l'évoquiez, quel est le dispositif de l'émission? Ce ne sont pas des documents bruts. On démarre pas du début en allant jusqu'à la fin avec un montage, pas du tout. L'émission dure 52 minutes. Sur 52 minutes, il y a à peu près 33 minutes de procès, mais pas d'un bloc. Encore une fois, on les interrompt lorsqu'on considère qu'il faut s'arrêter et décrypter, expliquer ce qui se passe, dire le mot sursis a été prononcé, qu'est-ce que ça veut dire, le procureur, quel est son rôle. Et donc à chaque émission, je suis accompagné d'un avocat et d'un magistrat, différents évidemment à chaque émission, parce qu'il faut qu'ils soient en rapport avec le contentieux évoqué. Et à chaque fois, j'essaye de leur poser les questions que le téléspectateur se pose quand il est sur son fauteuil et qu'il assiste lui aussi à l'audience. Par exemple, qu'est-ce que la personnalisation de la peine? Eh bien, dans l'extrait qu'on va entendre, justement, l'avocate, c'est Blandine Lejeune ce soir, nous explique ce qu'est cette personnalisation de la peine. On juge des faits en fonction d'une personnalité. Et les magistrats vont prononcer une peine qui va tenir compte de la personnalité du prévenu. C'est ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. La peine n'est pas automatiquement fixée. Elle tient compte d'un certain nombre d'éléments, et notamment des facteurs humains, des facteurs de la personnalité, le regard qu'il pose sur l'infraction. Est-ce que ça veut dire que le verdict n'est pas le même pour tous? Je vais poser ma question différemment, parce que moi, j'ai jamais assisté à ce genre de procès. Est-ce que si la personne n'avait pas été ambulancier, donc faisant vivre sa famille et lui-même de son travail, la peine aurait été plus dure? Je ne connais pas la peine qu'il va subir. Est-ce que c'est ça la personnalité de la peine? Oui, c'est ça, mais c'est aussi... bon, là, on est dans un cadre récidive, donc c'est un petit peu différent, mais c'est, encore une fois, riche de ses antécédents judiciaires, qui sont un petit peu importants pour l'individu dont il parle. Et puis c'est la façon dont il se présente à l'audience. C'est une des questions que je pose. Souvent on dit je ne le ferai plus, j'ai changé, je m'excuse. Bah voilà, est-ce que ça influence ou pas la décision des magistrats? La réponse ce soir. La réponse ce soir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du suspense, comme si je recevais quelqu'un qui venait me parler du meilleur pâtissier et ne pas me dire qui a gagné. Je ne vous demanderai pas la peine reçue par le prévenu, comme on dit. D'un mot, quid
du droit à l'oubli. Est-ce que ça change quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui étaient contre le fait qu'il y ait des caméras dans les tribunaux, d'abord parce que peut-être ça influence la justice, que la justice devient un spectacle, on ne va pas faire un débat là-dessus. Qu'est-ce que ça change du droit à l'oubli qui fait partie du droit? Mais vous savez que la télévision garde les images, les archives existent, il y a YouTube, il y a même l'INA qui conserve tout. Vous vous êtes évidemment posé cette question. Oui, alors on s'est posé la question, tout ça est écrit noir sur blanc dans la convention entre le ministère de la Justice. La philosophie, d'abord, encore une fois... Est-ce que dans 40 ans, on ne pourra pas retrouver cet ambulancier en disant « Ah, dis donc, j'ai vu une émission sur toi, je t'ai reconnu parce qu'un ambulancier qui habite ici et qui fait ça, il n'y en a pas 36 ?» Impossibilité de réutiliser les images, et je crois dans un délai assez proche. Voilà. Donc cette émission ne sera pas consignée, répertoriée à l'INA, par exemple? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Et en replay? En replay, si. Oui, en replay, oui, évidemment. Mais après, je crois dans un délai relativement court. Je crois qu'il est de 5 ans, mais encore une fois, il faut vérifier tous les textes de cette convention entre nous et le ministère. On est une émission média, on va parler de la fabrication de cette émission. Vous avez enregistré 4 numéros, c'est bien ça? Oui. Les 4 à Aix-en-Provence? Les 4 dans la juridiction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc il y en a une à Aix-en-Provence, celle de ce soir. 2 à Grasse et une à Cagnes-sur-Mer. Et quelles seront les nouvelles affaires qui seront traitées? Alors, pour vous montrer qu'on n'est pas dans la justice spectacle, mais vous m'en avez pas parlé, la deuxième affaire, on est dans le cabinet d'un juge aux affaires familiales. Ce sont des couples qui se déchirent parce qu'ils sont pas d'accord, non pas pour divorcer, mais pour les conditions du divorce. La troisième est sur le surendettement, qui est un endroit où une caméra rentre très rarement, pour ne pas dire jamais. Et pour la dernière, on est de nouveau dans les affaires familiales, mais sur des thèmes de filiation, autorité parentale, contestation de paternité. Encore une fois, des choses qui concernent peut-être un certain nombre de vos auditeurs. Il y a une présentation de l'émission qui a été faite en présence de Delphine Ernotte, qui est la présidence de France Télévisions, et de Éric Dupond-Moretti, qui est le garde des Sceaux. Est-ce à dire que cette émission est une mission de service public? Je posais la question différemment. Est-ce que vous attendez de voir si les audiences sont bonnes pour savoir si vous allez continuer après décembre d'autres numéros, ou est-ce que c'est une émission que vous allez faire de toute façon, comme les émissions au service, par exemple, des consommateurs, qui existent et qui sont dans le cahier des charges, ou comme Le Jour du Seigneur, ou les émissions religieuses? Alors d'abord, moi, et je crois autour de moi, l'équipe avec qui je travaille, Corinne Péot, Morgane Production, etc., et France Télé, moi, on m'a pas parlé d'audience. Bon, donc il y a 4 émissions qui sont tournées. Nous sommes en discussion avec la chancellerie et d'autres cours d'appel pour pouvoir tourner les émissions de l'année prochaine. La convention est signée entre nous jusqu'à juin prochain. Donc vous êtes toujours en train d'avancer sur ce projet? Ah, tout à fait. Merci beaucoup Dominique Verdeillan d'avoir été avec nous. Je rappelle donc ce premier numéro de Justice en France ce soir à 23h10 sur France 3 et ensuite avec une régularité d'1 mois. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.